qui sont vieilles en France de presque 2 siècles, qui sont applicables encore au Sénégal et qui se trouvent dans le code civil sénégalais, français, appliqué au Sénégal. L'urbanisme du Sénégal, compliqué. On ne sait même plus s'il y a un code de l'urbanisme au Sénégal parce que rien n'est respecté en matière de cohabitation, en matière de bâtiments, en matière de construction. L'environnement, le droit de l'environnement, qui est devenu un droit véritablement universel. La question de l'environnement est une question qui attire le monde entier. Et le droit de l'environnement touche tous les droits aujourd'hui. Le droit de l'environnement touche le droit foncier, touche le droit médical, touche tous les droits. L'ensemble de ces droits éparpillés font que chaque administration se croit seule au Sénégal. Chaque administration fait ce qu'elle veut, comme si l'autre administration n'existait pas. Et donc, nous sommes arrivés après 7 mois de réflexion, parce que là, c'est difficile. Cette réforme foncière, savoir par quoi commencer, ou quelle démarche adopter, ça a été particulièrement lent et très, très difficile, parce qu'il faut qu'on mette quelque chose de définitif pour l'Afrique. Parce que c'est les mêmes problèmes qui se posent au Mali, qui se posent en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Nous avons été colonisés de la même manière, avec les mêmes lois, portant des numéros différents. Donc, la solution sénégalaise peut être la solution de toute l'Afrique noire française. Et par conséquent, nous avons estimé, avec la clairvoyance du président Macky Sall, qu'il faut élaborer un code foncier national. Une seule loi fondamentale qui rassemble l'ensemble de ces textes éparpillés pour, dans une logique juridique propre, dans une logique économique de productivité, dans une logique de sécurité, donner au Sénégal le monument scientifique qui permet seulement de rassembler une histoire disparate des coutumes, de la colonisation, des lois socialistes de Senghor, des comportements ultra-libéraux d'Abdoulaye Wade, dont certains sont des comportements illégaux. Mais tout cela, il faut légaliser tout simplement tout cela, réunifier, réconcilier les Sénégalais avec leur histoire. Quelle est la place des femmes et des jeunes dans tout ça, dans ce code? Vous savez, moi je mène un combat. Et croyez-moi, cela fait partie des plus grands combats de mon existence. Le combat pour les droits des femmes. La femme africaine, malgré les cas isolés qu'on cite, Linguère de ceci, Reine de cela, dès qu'on cite des exceptions, c'est parce qu'il y a une règle. Si la règle était que toutes les femmes étaient bienveillantes, bienséantes, bien arrivées, on n'aurait pas eu besoin de citer des femmes. Donc moi je dis qu'en règle générale, la femme africaine est martyrisée. La femme africaine a des droits symboliques qui ne sont pas donnés réellement. La preuve est que moi, mon père biologique avait un premier enfant qui est une femme, et mon père biologique a enseigné en même temps qu'Alassane Ndiaye à Lou. Mais quand je dis souvent mon père, c'est mon père adoptif. Parce que mon père biologique est mort, j'avais 10 ans, et mon père adoptif a fait de moi ce que j'ai l'honneur d'être aujourd'hui, et croyez-moi, il a fait de moi, en tout cas, je ne pense pas qu'un autre père aurait pu faire mieux que lui. Et donc, parfois je parle de mon père biologique, et d'autres fois je dis mon père. Quand je dis mon père, c'est celui qui m'a éduqué. Quand je veux préciser, je dis mon père biologique. Alors, mon père biologique était instituteur, en même temps qu'Alassane Ndiaye Alou à l'école de la Médina. Pourtant, en bon Lébou, son premier enfant qui était une fille, ma grande sœur, n'a pas été à l'école. Parce qu'il disait à l'époque, si les filles vont à l'école, elles vont prendre des habitudes françaises, et puis après, je vais perdre ma fille. Moi, j'arrive, garçon, et me met à l'école. Ma petite sœur qui vient juste après moi, c'est pareil. Elle ne va pas à l'école. Alors, mon petit frère encore qui vient après ma sœur va à l'école. Aujourd'hui, ma grande sœur et ma petite sœur qui sont extrêmement intelligentes n'ont pas eu la chance que j'ai. Mais ça, c'est le propre de toutes les femmes sénégalaises d'une certaine époque. Même les femmes de l'époque actuelle subissent la discrimination. Même les femmes actuelles qui ont été à l'école subissent la discrimination. Si vous allez dans les conseils ruraux, vous vous en rendrez compte. De telle sorte que le domaine qui nous concerne, qui nous intéresse, qui est le domaine foncier au Sénégal, au moins là-dessus, je puis vous assurer
que les dispositions légales, juridiques, conformes à notre constitution et toutes les lois du Sénégal feront de sorte que les femmes soient les égales des hommes. Dans l'accès à la terre. Dans l'accès à la terre. Dans tous les accès à toutes les terres du Sénégal. Est-ce que c'est une façon aussi de donner aux femmes un pouvoir, des points de vue économiques aussi? Mais écoutez, cela va de soi. Les femmes constituent la fraction la plus nombreuse de nos sociétés. Et ensuite, mais les femmes sont des citoyennes comme nous le sommes. C'est un principe. La Constitution du Sénégal dit que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Sont égaux en droit. Voilà l'expression de notre Constitution. Mais égal en droit, c'est quoi? Je ne peux pas avoir ce que vous ne pouvez pas avoir. Et donc, pourquoi donc moi, homme, on me permet par des comportements divers d'avoir des choses qu'on ne permet pas à la femme d'avoir? Ces terres du domaine national appartiennent à qui? À la nation. Les terres du domaine de l'État appartiennent à qui? À l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est la personne morale qui représente nos intérêts et qui les encadre. Ces terres du domaine public appartiennent à qui? Au public. Donc, dès lors que c'est des terres qui appartiennent à l'État, et l'État, c'est nous, qui appartiennent au public, qui appartiennent au domaine national, la nation, c'est nous, je ne vois pas en quoi il peut y avoir une discrimination entre un homme et une femme. Si c'est par le comportement des hommes, les lois doivent être faites de telle manière que les hommes n'aient plus l'occasion d'avoir ce genre de comportement. Et ça, nous allons le faire. Nous allons y arriver. Est-ce que le nouveau code foncier prend en charge les litiges qu'on voit un peu partout? On a vu par exemple dans la région de Saint-Louis, quand une société spécialisée dans l'agro-business a voulu s'installer, les problèmes ça a créé pour l'accès à la terre. On a vu aussi à Pout, avec Dangote qui veut s'installer là-bas, où des terres ont été affectées à certains marabouts, ça a créé beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes des villages qui manifestent pour demander que l'usine marche parce qu'ils ont besoin d'emploi. Au moins on parle de problème d'emploi aussi au Sénégal. Comment régler ce genre de questions? Vous savez, je vais revenir un petit peu, pour un petit détail seulement sur l'affaire des femmes, pour répondre à votre question. Nous avons eu la satisfaction, et moi je dis en tout cas, j'ai eu la satisfaction, et je pense que le Sénégal a eu cette satisfaction, de voir que sous la présidence de M. Abdoulaye Wade, une loi a été votée consacrant la parité politique. La parité politique signifie simplement que là où l'on doit voter pour élire, les hommes et les femmes sont à part égale. C'est un progrès considérable pour l'Afrique. Mais ça s'arrête à l'élection politique. Mais l'élection politique, c'est une petite parcelle de la vie de l'ensemble de la nation. Et avec ce que le président Macky Sall va apporter aux femmes, à travers cette réforme foncière qui est au fond une grosse réforme économique, mais les femmes vont accéder maintenant à la possibilité de leur véritable indépendance. Je dis toutes les femmes, parce que toutes les femmes, avant d'être dans la politique, sont simplement dans la vie. Même les femmes politiciennes sont des femmes de la vie, tout court. Une femme qui est députée peut avoir une ferme. Une femme qui est mère peut avoir un petit champ. Donc, toutes les femmes du Sénégal, cette fois-ci, sont concernées par le progrès et par le projet de Macky Sall. Et toute leur vie actuelle et future, la vie de leurs enfants aussi est concernée. Je pense que s'il faut faire un complément ou une suite, Macky Sall complète, mais a une suite économique considérable au profit des femmes. Ceci étant, j'ai tout à l'heure expliqué sur votre question qu'il arrive que les conseils ruraux affectent des terres à des entreprises ou à des sociétés, parfois avec des erreurs, affectent une terre occupée par des villages. Lorsque la personne arrive avec ses tracteurs et tombe sur 3 villages qui sont au milieu des terres qui lui ont été affectées, il faut bien résoudre ce problème quand même. Parce que le conseil rural a pour vocation, d'abord, d'après la loi, de faire en sorte que ceux qui vivent sur le terroir profitent de ces comportements. C'est la première vocation pour ceux qui vivent dans le terroir, à condition qu'ils puissent développer leur terre. Maintenant, si le conseil rural donne à quelqu'un qui ne vit pas sur le terroir, c'est parce que ceux qui sont sur le terroir ne peuvent pas mettre en valeur ces terres-là. Et que celui qui arrive peut le faire. Donc le conseil rural devait d'abord faire des enquêtes pour savoir, pour connaître les limites de ces terres-là. Or, il arrive souvent que le conseil rural lui-même qui donne des terres ne connaît même pas les limites des terres qui sont données. Ça, ils le savent parfaitement. Le cadastre ne fonctionne pas bien, il n'y a pas un bon cadastre rural. Et il arrive que
des villages entiers soient absorbés par une terre donnée à des privés. Mais là, nous, Commission nationale de réforme foncière, si nous avons les moyens de cette mission, parce que là, je n'ai pas dit que jusqu'à aujourd'hui, les moyens ne sont pas là. Bon, je t'ai dit une fois, je ne vais pas passer mon temps à dire ces choses-là, mais la Commission nationale de réforme foncière a aussi pour rôle d'essayer de rapprocher toutes ces thèses-là. C'est pareil pour l'entreprise Dangote. Bon, Dangote qui reçoit des papiers, il y a un citoyen sénégalais aussi qui a des papiers. Mais tout le monde sait que, en tout cas les juristes savent, les magistrats savent, les avocats savent, qu'entre deux titres qui sont en concurrence, il faut bien les départager. Et lorsque Dangote vient de l'extérieur pour entrer au Sénégal, comme nous sommes censés ne pas ignorer les lois, Dangote aussi est censé ne pas ignorer les lois du Sénégal. Moi, si je vais aux États-Unis ou si je vais en France ou en Belgique, pour acheter quelque chose ou pour prendre quelque chose, je demande quelle est la loi française. Et si je me trompe de loi française et que je me rentre mal, je perds tout ce que j'ai apporté. Lorsque Dangote vient au Sénégal, avant de prendre, Dangote doit se dire quelle est la loi du Sénégal et quelles sont les règles applicables au Sénégal. Ça, je dis, c'est la démarche de tout être humain dans la société des hommes. Mais est-ce que cela ne pose pas aujourd'hui le fait que des présidents de la République, que ce soit Abdoulaye Wade, mais que ça aujourd'hui donne un autre, est-ce qu'ils ont possibilité de donner des terres? Mais c'est ça le vrai problème. Alors, entre deux titres, Dangote arrive, semble-t-il, hein, je n'affirme rien parce que là je n'ai pas vu les papiers, mais semble-t-il que Dangote aurait reçu ces titres directement du président de la République, Abdoulaye Wade. Est-ce qu'un président de la République, quel qu'il soit, non, peut donner des terres? Il n'a pas ce pouvoir. Aucune loi au Sénégal n'autorise le président de la République par décret à affecter une terre à quelqu'un, bien qu'il soit président de la République. C'est lui qui a nommé celui qui doit affecter. Mais lui n'a pas le pouvoir d'affecter des terres. Par conséquent, si c'est une terre relevant du domaine national, seul le conseil rural a le pouvoir d'affecter une terre de ce domaine national avec une décision qui soit confirmée par le sous-préfet ou par le préfet. Donc, on se trouve entre deux titres concurrents, dont l'un semble avoir été donné par un président de la République qui, même par décret, n'a pas ce droit. L'autre semble avoir été donné par un conseil rural, mais aussi souvent dans des conditions de fond qui n'obéissent pas aux règles de fond. Parce que dans une loi, il y a des règles de forme, de procédure. Lorsque le président donne une terre, sur le plan procédural, il n'en a pas le pouvoir. Mais lorsque le conseil rural donne une terre, le conseil rural a le pouvoir procédural. Mais est-ce que les conditions de fond sont remplies? C'est-à-dire, celui qui reçoit du conseil rural, est-ce qu'il a mis en valeur cette terre dans les conditions prévues par l'esprit de la loi sur le domaine national? Il appartient aux juristes de juger cela, mais il nous appartient à nous, Commission nationale de réforme foncière, de réconcilier les personnes. Mais il y a une autre question fondamentale. Nous devons les réconcilier, ça c'est notre rôle. Il y a une question fondamentale. Quand on vous affecte des terres, combien d'années devez-vous avoir la terre avec vous? Si vous ne l'exploitez pas, est-ce que l'État a le droit de reprendre la terre d'un autre? Si c'est le conseil